Étienne, merci d'être là à nouveau. Si je craignais pas de dégrader ton CV, je dirais que tu es membre du Cercle des économistes, notamment pour piloter depuis quelques éditions maintenant le concours dont vous êtes lauréate et lauréat. Donc si vous êtes là, c'est à cause d'Étienne. Si vous n'êtes pas là et que si vous nous suivez à distance en vidéo, c'est à cause d'Étienne, également de quelques camarades qui sont membres du jury et qui pourraient lever la main, se désigner. Voilà. Certains ont oublié qu'ils étaient membres du jury, donc n'hésitez pas à les interpeller. On est là pour échanger avec vous ensuite. Donc Étienne Klein, vous le savez, est physicien au CEA, ce qui l'a conduit à avoir toute une série, à être associé à toute une série de projets de la toute première importance, notamment au CERN en Suisse, autour du projet de grand accélérateur de particules. Mais vous connaissez plus probablement Étienne Klein au travers soit de son émission sur France Culture qui peut se podcaster. Donc dans la dernière édition, tu t'interrogeais sur pourquoi la Lune, je crois. Et puis, par ailleurs, autour de toute une série de publications, je vais simplement citer les ouvrages les plus récents en indiquant au préalable que je garde un souvenir ému d'Il était cette fois la Révolution, mais qui remonte à quelques années maintenant. Donc pour les plus récents, Sauvons le progrès, dialogue avec Denis Lafay en 2017, Matière à contredire, essai de philo-physique en 2018, et Qu'est-ce que la gravité, le grand défi de la physique, donc tout récemment et chez Duno. Le thème autour duquel nous t'avons invité à réfléchir est la science dit-elle le vrai, qui évidemment est une problématique très liée à la question de la confiance et du retour de la confiance qui va nous occuper pendant ces 2 journées et demie. On peut avoir une idée non pas du sous-jacent, mais de la manière dont cette question peut se traduire. En venant ce matin de notre hôtel à pied, j'écoutais France Inter, où il a été question successivement d'une vague de chaleur en Alaska. Je crois qu'en Anchorage, il fait une trentaine de degrés, ce qui ne s'est jamais vu. Et donc évidemment, tout ça s'inscrit dans le débat, notamment aux États-Unis, sur entre les climato-sceptiques et toute une série de gens qui me semblent être plus lucides. Plus proche de nous, nous avons un débat en cours autour de l'homéopathie et de ses mérites et de l'effet placebo. Et tout ça me semble s'inscrire dans ce à quoi tu vas nous inviter à réfléchir tous ensemble dans la poursuite de cette masterclass. On te remercie à nouveau, je te laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez bien? Voilà. Merci Patrice pour cette présentation. J'essaie avec celui-ci, ça marche mieux. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Le sujet qui m'a été proposé ressemble à un sujet de bac. La science dit-elle le vrai? Donc je vais le traiter un peu comme un sujet de bac en espérant que ce soir j'aurai ma note. Il y a d'abord une remarque à faire qui est que la science ne peut pas dire toute la vérité, tout simplement parce que la science ne parle pas de tous les sujets. Par exemple, si vous vous intéressez à des questions qui sont relatives aux valeurs, qu'est-ce que la justice, qu'est-ce que le bien, ce n'est pas dans des traités de sciences que vous trouverez une réponse satisfaisante. Ensuite, et je m'appuie là sur une remarque qui a été faite par Einstein en conclusion d'une conférence qu'il a donnée en 1939 à Princeton, où il était, comme vous le savez, installé depuis quelques années après l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Einstein était invité à donner une conférence sur la responsabilité du scientifique. Un très beau texte qu'il a conclu de la façon suivante. Il n'existe pas de chemin qui aille de la connaissance de ce qui est, que la science nous donne, à la connaissance de ce qui doit être. Autrement dit, la science nous permet de comprendre des choses du monde naturel ou du monde vivant, mais elle ne nous dit pas ce que nous devons faire de ce qu'elle permet de faire. Alors évidemment, quand la science est enchâssée dans l'idée de progrès, comme elle a été pendant cette longue période qu'on appelle la modernité, on se dit ce que la science permet de faire, il faut le faire. Et puis on verra bien. Mais en tout cas, c'est elle qui est le moteur du progrès. Aujourd'hui, l'idée de progrès est sinon abandonnée, du moins délaissée, de sorte que la science n'est plus enchâssée dans une philosophie de l'histoire qui permettrait de l'appliquer sans se poser trop de questions.
puisque précisément, la question de savoir ce que nous devons faire de ce que la science permet de faire est une question relative à nos valeurs. Et la valeur d'une valeur plutôt dépend des évaluateurs. Et donc les valeurs sont des entités qui sont moins universelles que les principes. Du coup, les discussions sur ce qu'on doit faire du nucléaire, des nanosciences, de la biologie synthétique, etc., sont des discussions qui ne convergent jamais, puisque chacun peut mettre sur la table des valeurs auxquelles il tient et qui ne sont pas celles des autres. Et donc, dans un premier temps, je vais me parler du statut de la vérité pour les scientifiques. Comme ça va? Il y a une distance optimale? Voilà. Bon. Alors, il faudrait évidemment plus que 20 minutes pour parler du statut de la vérité en science. Qu'est-ce que c'est que la vérité? Ce qui est certain, est-ce ce qui a résisté à tous les doutes? Est-ce ce dont on ne peut pas imaginer de douter? Est-ce que la vérité plane au-dessus du monde? Ou est-ce qu'elle est déposée dans les choses et dans les faits? Est-ce qu'on peut faire confiance à la science pour aller chercher la vérité? Voilà des façons de décliner la question qui m'est posée. Et c'est une question dont vous savez qu'elle a été traitée par les philosophes, qui ne sont jamais d'ailleurs complètement accordés sur les bonnes réponses à donner. Pensons à Descartes, à Wittgenstein, à beaucoup d'autres qui ont tenté de traiter ce problème. Ce que je remarque moi en tant que chercheur, qui fréquente donc beaucoup de scientifiques, c'est que les scientifiques sont des gens qui pensent que la vérité n'est pas forcément accessible, mais qu'ils ont la possibilité, grâce à une méthode ou à des méthodes qu'on appelle scientifiques, de démasquer des contre-vérités. Démasquer des contre-vérités, c'est déjà pas mal, et ça coûte en général beaucoup d'efforts. Parce que la vérité, ce n'est pas toujours quelque chose qui nous arrive spontanément, et ça n'est pas non plus quelque chose qui nous fait toujours plaisir. D'ailleurs, Nietzsche avait écrit un texte en 1871 qui s'appelle « L'avenir de la science », qui décrit assez bien la situation actuelle. Nietzsche disait « Bientôt, l'amour du vrai va disparaître au motif qu'il garantira moins de plaisir. » Et vous remarquez, et Patrice a cité un exemple, quand une découverte scientifique dit quelque chose qui ne nous fait pas plaisir, par exemple que les activités humaines ont une influence sur le climat, nous sommes capables de développer toutes sortes de stratagèmes intellectuels pour ne pas croire ce que nous savons. Et donc, démasquer des contre-vérités, ça demande beaucoup d'efforts. Et puis les scientifiques que je connais adhèrent implicitement à une conception que je qualifierais de modérément optimiste, selon laquelle la vérité, dès lors qu'elle est dévoilée, peut être reconnue comme telle. Et si elle ne se révèle pas d'elle-même, ils croient qu'il suffit d'appliquer la méthode scientifique pour finir par s'en approcher, voire pour la découvrir. Cette attitude, je le répète, me paraît très répandue. Elle ne signifie pas que les chercheurs puissent trouver la vérité, mais du moins qu'ils la cherchent. Et s'ils la cherchent, c'est parce qu'ils savent qu'ils ne l'ont pas encore trouvée. D'où leurs airs tantôt arrogants, parce qu'à force de chercher, ils obtiennent des résultats, ils font des découvertes qui accroissent leur connaissance, ce qui peut les rendre arrogants. Tantôt, ils ont des airs plutôt humbles, parce que du fait qu'ils continuent de chercher, ils ne peuvent jamais prétendre avoir bouclé leur affaire. Et donc, dans son élan même, l'activité scientifique a partie liée avec l'idée de vérité, c'est bien elle que nous visons plutôt que l'erreur. Et la question que je voudrais poser maintenant, c'est est-ce que le lien science-vérité que je viens de traiter à gros traits est exclusif ou non? Est-ce que la science a le monopole absolu du vrai? Serait-elle la seule activité humaine qui soit indépendante de nos affects, de nos préjugés, de notre culture, de nos grands partis pris fondateurs ou du caractère contextuel de nos systèmes de pensée? Alors, ce que je remarque en tant, non pas scientifique, là, mais en tant qu'observateur, c'est que le statut de la science dans les sociétés dites postmodernes comme la nôtre est devenu très ambivalent. Alors, cette ambivalence, elle ne vient pas du fait qu'il y aurait une guerre civile entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. C'est une ambivalence qui traverse chacun d'entre nous.
Alors comment la dire de façon rapide? Je le ferai de la façon suivante. Si vous considérez la science dans son idéalité, c'est-à-dire en tant que démarche de connaissance très spécifique, qui permet d'obtenir des résultats qu'aucune autre démarche ne permet d'obtenir. Par exemple, si la question qui vous intéresse, c'est l'antimatière, c'est un physicien que vous irez interroger, pas un économiste ou un gendarme. Donc vous avez compris que la science permet d'accéder à des résultats qu'elle est la seule à pouvoir dévoiler. Eh bien, cette science idéalisée continue d'être, à mon avis, le socle de notre société. Je ne suis pas en train de dire que nous sommes gouvernés par la science. Si nous étions gouvernés par la science, la composition du gouvernement en serait notoirement changée. Mais nous sommes gouvernés au nom de quelque chose qui a à voir avec la science. Je veux dire par là que quand une question se pose, notre réflexe, c'est de convoquer des experts et de considérer qu'à l'issue de leur discussion, une forme d'objectivation se sera produite. Donc on interroge des experts et non pas des prêtres illuminés ou des gourous médiatiques. Il y a l'idée que la discussion rationnelle peut engendrer des sortes de vérités objectives. Une façon de voir ça, c'est de regarder ce qui est écrit sur nos paquets de cigarettes. Sur les paquets de cigarettes en France et un peu partout d'ailleurs dans le monde, il est écrit « Fumer tue ». Ça veut dire qu'un discours scientifique qui porte sur la santé du corps a détrôné un discours théologique qui aurait porté sur le salut de l'âme. Au XVIIe siècle, si on avait demandé à un ministre de la Santé alerté des dangers du tabac, qu'est-ce qu'on met sur les paquets de cigarettes? Le ministre en question aurait dit écrivez « Fumer est un péché mortel » ou bien « Fumer déplaît à Dieu ». Non, nous on écrit « Fumer tue ». Un discours scientifique qui porte sur la santé du corps a donc bien détrôné un discours théologique qui autrefois aurait porté sur le salut de l'âme. C'est ça que je veux dire quand je dis que la science continue d'être le socle officiel de la société. Mais s'il y a ambivalence, c'est parce que quand vous regardez maintenant la science, non plus idéalisée, mais dans sa réalité pratique, telle qu'elle est vécue dans la société, vous apercevez rapidement qu'on n'est pas du tout dans ce scénario. La science est marginalisée, elle est contestée, elle est parfois ridiculisée, et elle est surtout ignorée. Elle est surtout ignorée. Moi, j'ai fait de la vulgarisation depuis 30 ans et je considère que le bilan de la vulgarisation est très mauvais. C'est un échec. C'est un échec. Tout le monde sait que la Terre est ronde, mais personne ne sait dire comment on a su qu'elle était ronde. Autrement dit, nous avons une très mauvaise connaissance de nos connaissances. Nous ne savons pas dire comment, dans l'histoire des idées, certaines connaissances que nous possédons sont devenues des connaissances. Et donc, dire que la Terre est ronde simplement parce qu'on l'a entendu dire, sans être capable de dire comment on l'a su bien avant de le voir, c'est répéter des choses qu'on n'a pas vraiment comprises. Et vis-à-vis de quelqu'un qui pense que la Terre est plate, on se trouverait bien désarmé. Un sondage m'a rendu très pessimiste la semaine dernière. Il a été publié par BVA. Moi, j'ai cru que c'était un mensonge, un fake news, comme dirait Donald. Je pensais que c'était un fait alternatif, comme s'il pouvait y avoir des faits alternatifs. C'est un sondage qui montre que 2/3 des Français pensent que le nucléaire est responsable du changement climatique. Et quand on regarde, je m'adresse aux jeunes, la tranche 18-24 ans, le chiffre monte à 89%. Évidemment, on peut dire tout le mal qu'on veut du nucléaire, on peut avoir de très bonnes raisons de ne pas en vouloir. Mais dire qu'il est responsable du changement climatique, c'est simplement faux. Et donc la question, c'est comment une contre-vérité pareille peut-elle diffuser dans la société de façon aussi massive? Alors, je vous laisse réfléchir là-dessus, mais à propos de la vérité, il y a donc cette méconnaissance de la science dont je parle, le fait qu'elle est marginalisée, relativisée. On entend de plus en plus dire « tout est relatif ». Oui, mais si tout était relatif, il serait relatif que tout est relatif. D'accord? Donc il y a une sorte de contradiction dans les termes. Et ce qui, moi, m'inquiète, c'est
la diffusion rampante d'une forme de relativisme absolu. Alors, j'ai rien contre le relativisme. Le relativisme qui dit que finalement, la science ne naît pas hors sol, ce n'est pas une discussion entre génies à distance ou au travers des âges. Les idées de la science, les idées géniales, elles naissent toujours dans un contexte particulier. Et donc, il y a un relativisme qui explique historiquement comment certaines idées sont apparues en tel ou tel endroit, à tel ou tel moment, grâce à tel problème qui se posait et grâce à tel cerveau qui a trouvé la bonne réponse. Ça, c'est ce que j'appelle le bon relativisme. Mais le relativisme, c'est un peu comme le cholestérol, il y a aussi le mauvais. Si, par exemple, vous prenez le cas d'Einstein, que j'ai déjà cité, Einstein reconnaît lui-même que c'est parce qu'il travaillait en 1905 au bureau des brevets à Berne, où il examinait les brevets qui essayaient, déposés par des ingénieurs allemands ou suisses, qui essayaient de synchroniser des horloges à distance par des moyens électromagnétiques. C'est en regardant ces brevets qu'Einstein a compris qu'il y avait un problème avec l'interprétation de l'époque des équations de l'électromagnétisme. Ce qui l'a conduit à la théorie de la relativité. Donc le contexte a joué. Et le reconnaître, c'est donc concéder qu'il y a un bon relativisme. Mais le mauvais, qu'on entend de plus en plus, c'est celui qui consisterait à dire que la validité de la théorie d'Einstein demeure rivée au contexte de son apparition. Comme si cette théorie ne s'était jamais émancipée des conditions particulières dans lesquelles elle est apparue. Or, vous le savez, la théorie de la relativité, on l'utilise encore. Il y a beaucoup plus de données aujourd'hui, évidemment, qu'en 1905, et jamais elle n'a été prise en défaut, de sorte qu'on peut la considérer comme une théorie universelle de l'espace-temps. Alors, ça permet à n'importe qui, comme ça m'est arrivé dans un cours que je l'ai donné récemment, à un étudiant, par exemple, de dire « Monsieur, je ne suis pas d'accord avec Einstein ». On a le droit de ne pas être d'accord avec Einstein, mais il faut avoir beaucoup d'arguments. Or, l'argument de ce jeune homme a été de me dire, parce que j'avais fait un cours sur la dilatation des durées en relativité, cette dilatation des durées, je n'y crois pas, parce que je ne la sens pas. Autrement dit, une sorte de subjectivité un petit peu dopée au narcissisme lui paraissait un argument suffisant pour contester ce qu'un siècle d'objectivation avait permis de conforter. Et alors, il y a un philosophe anglais que je voudrais citer, qui s'appelle Bernard Williams, qui est mort il y a quelques années, qui avait écrit un livre traduit en français sous le titre « Véracité et vérité ». Lisez ce livre parce qu'il me semble qu'il dresse un portrait parfaitement exact de notre situation. Il dit ceci: dans nos sociétés, il y a deux courants de pensée contradictoires qui se combattent, qui normalement, puisqu'ils sont opposés, devraient s'annihiler mutuellement, mais qui, en réalité, grâce à une sorte d'effet pervers, se renforcent mutuellement. Le premier courant de pensée, c'est ce qu'il appelle le désir de véracité. Nous sommes des sociétés éduquées, formées, informées, et donc nous pensons avoir des capacités de jugement autonomes que nous pouvons exercer à l'encontre de toutes les phrases que nous entendons. Et ce désir de véracité, c'est finalement le souci de ne pas être dupe. Et donc si on entend un discours qui est répété par beaucoup de personnes, surtout si elles font partie de l'élite, ou des journalistes, ou des scientifiques, nous allons vouloir vérifier que ce qu'ils disent, ils le disent parce que c'est vrai, et non pas parce qu'ils ont intérêt à le dire. Donc le désir de véracité, c'est donc le désir de ne pas être trompé, et il est donc parfaitement sain en démocratie, même si dans ses versions extrêmes, il devient la théorie du complot. Ce désir de véracité, normalement, il devrait servir l'idéal de vérité. Ce désir de véracité devrait conduire à l'identification de la vérité. Mais ce que montre Bernard Williams, c'est que ça ne marche pas comme ça. Pourquoi ? Parce que ce désir de véracité va enclencher dans la société un processus critique généralisé qui va défaire l'idée qu'il y a des vérités assurées.
Si vous identifiez une vérité, vous allez vous poser la question, est-ce qu'elle n'est pas culturelle, est-ce qu'elle n'est pas relative, est-ce qu'elle n'est pas éphémère, est-ce qu'elle n'est pas contextuelle, etc. De sorte que c'est l'idée même de vérité qui sera fragilisée par votre désir de véracité. Et vous voyez que cette situation fait que la parole des experts est contredite, ignorée, souvent, que toutes les institutions, d'une façon générale, sont menacées par ce climat. Et ça vient du fait que, dans les débats publics, nous n'avons pas le temps d'argumenter. Nous n'avons plus le temps d'argumenter, ni de goût pour l'argumentation. Et nous sommes prompts à déclarer vraie une idée qui nous plaît, tout en proclamant que nous aimons la vérité. Sur Internet, ça a été mesuré de mille façons. Les fake news, par exemple, sont beaucoup plus propagées que les véritables informations. Parce qu'elles sont travaillées de telle sorte qu'elles nous plaisent. Et si elles nous plaisent, le fait que notre esprit critique pourrait les examiner est une contrainte que nous ne nous imposons plus. Le seuil de la critique s'affaisse et on la propage, non pas parce que nous pensons qu'elle est vraie, mais parce que nous aimerions qu'elle soit vraie, de sorte que nous la faisons connaître en attendant de voir si elle est ou non confirmée. Et ça me semble être quelque chose d'assez inhérent à la communication d'aujourd'hui. La communication d'aujourd'hui fait circuler dans les mêmes canaux des croyances, des connaissances, des opinions, des commentaires, des mensonges, des manipulations, etc. Et toutes ces choses qui ont des statuts complètement différents à l'égard de la vérité se contaminent, ont des statuts qui se contaminent. Quand une connaissance est affirmée, on se demande si ça n'est pas un peu une croyance. Quand une croyance s'exprime, on se demande si ça n'est pas une sorte de connaissance. De sorte qu'on crée une sorte d'équilibre entre ces différentes formes qui pourtant devraient être rigoureusement distinguées. Alors, pourquoi est-ce que c'est si difficile de parler de science? Je vais parler de physique parce que c'est mon métier, en faisant remarquer qu'aujourd'hui, on assiste à ce que j'appellerais un populisme scientifique, ou bien un démagogisme cognitif, je ne sais pas comment l'appeler. C'est l'idée que de plus en plus de personnes, notamment sur les réseaux sociaux, sans argumenter, disent leur opinion à propos d'à peu près tout. Et utilisent leur bon sens pour justifier ce qu'ils disent. Or, la science, je parle de la physique moderne, celle qui est née avec Galilée, est une science qui s'est construite contre le sens commun, et même d'une certaine façon contre le bon sens. Je pourrais même aller encore plus loin et dire que les lois physiques, les premières qui étaient énoncées par Galilée par exemple, sont toutes des lois qui contredisent l'observation. Par exemple, du temps de Galilée, on ne sait pas si le vide existe, on ne sait pas le faire, et d'ailleurs on pense qu'il n'existe pas dans la plupart des cas. La plupart des penseurs pensent que le vide n'existe pas. Quand on fait tomber des corps de masse différentes, on voit que les plus lourds tombent plus vite que les plus légers. Que dit Galilée? Dans le vide, tous les corps tomberaient à la même vitesse, quelle que soit leur masse. Ce qui n'est pas ce qu'on voit. Et donc vous avez une loi physique qui contredit l'observation des phénomènes qu'elle explique, et elle les explique en obligeant à une réinterprétation de ce qu'on voit, en disant, quand on fait tomber des corps, il y a la gravité qui les fait tomber tous de la même façon, mais il y a d'autres forces liées à la présence de l'air, résistance de l'air, poussée d'Archimède, qui sont responsables de la différence de vitesse constatée entre les objets lourds et les objets légers. Et Galilée a découvert cela sans faire d'expérience. Je n'ai pas le temps de raconter comment, mais s'il y a des questions, j'y répondrai. Autre exemple pour aller vite, le principe d'inertie qu'on apprend en classe de seconde. Un corps qui n'est soumis à aucune force, à un mouvement rectiligne et uniforme. C'est un des premiers principes de la mécanique, un des trois principes de la mécanique de Newton.
Mais qui d'entre vous a jamais vu un mouvement inertiel? Personne. Tous les mouvements qu'on observe s'amortissent, ou bien sur curviligne. Personne n'a jamais vu un mouvement inertiel. Et là encore, on énonce une loi qui contredit l'observation, qui contredit le bon sens. Parce que le bon sens, ça consiste à dire que si une force qui s'exerce sur un corps s'annule, le mouvement du corps s'arrête. C'est ce que pensait Aristote. Pendant des siècles, on a enseigné cette loi qui était conforme aux observations. Et donc, le bon sens, le ressenti, comme disent mes étudiants, ne peut pas être un argument pour contester la science. Récemment, à Paris, il a fait 3 degrés un matin au mois de mai. Vous avez peut-être vu cette émission de télévision où 4 messieurs s'acharnent sur une bonne femme écologiste en lui disant « On nous parle de réchauffement climatique alors qu'il fait 3 degrés à Paris ce matin au mois de mai ». Le titre, c'était « Le refroidissement climatique » entre guillemets. Donc, cet argument, il fait froid au mois de mai, donc il n'y a pas de réchauffement climatique. Ça, c'est un argument éloquent, convaincant et complètement faux. D'abord, il laisse entendre que la température à Paris, c'est fondamental. Il faut mesurer la température à Paris pour connaître la température de l'atmosphère tout autour du globe. Atmosphère dont je vous rappelle qu'elle a une hauteur de 100 km. Mais non, c'est à Paris qu'il faut faire la mesure. Paris, c'est le centre du monde. Et conclure du fait qu'une température est basse à Paris, à une saison où normalement elles sont hautes, les températures, que c'est la température moyenne de l'atmosphère qui est basse, c'est aussi stupide que de dire, lorsque votre compte en banque est à découvert, que la France est en faillite. Et pourtant, c'est des raisonnements qu'on entend tous les jours. D'accord ? Et donc, si vous voulez, ma conclusion sera la suivante. Je vais m'appuyer sur 2 faits, 2 découvertes récentes de la physique. Le boson de Higgs, une particule qui a été découverte en 2012 au CERN, particule qui avait été prédite 48 ans avant par des physiciens théoriciens, en 1964. L'autre découverte récente, c'est les ondes gravitationnelles, qui avaient été prédites par Einstein en 1916 et qui ont été détectées pour la première fois en 2015, après qu'elles ont traversé la Terre et changé pendant une période très courte les distances entre 2 points d'espace. Quand vous regardez le boson de Higgs, ses propriétés, ou que vous regardez les propriétés des ondes gravitationnelles, regardez sur Internet, par exemple le spectre temporel des ondes gravitationnelles qui ont traversé la Terre. Vous constaterez que la forme temporelle des impulsions qui ont été mesurées est absolument identique à la forme temporelle qui avait été calculée lorsqu'il s'agit d'ondes gravitationnelles qui sont produites par la fusion de 2 trous noirs. Pareil pour le boson de Higgs, celui qu'on a découvert est exactement comme il avait été calculé. Donc je ne suis pas en train de vous dire que les équations de la physique disent la vérité, mais vous ne pouvez expliquer cette sorte de coïncidence que si vous admettez qu'elles ont à voir avec quelque chose qui a à voir avec la réalité. Sinon, à chaque fois que la physique fonctionne, dans les lasers, dans les cartes à puce, dans les ordinateurs, dans les lampes, à chaque fois que ça fonctionne, si vous n'imaginez pas que ça fonctionne parce que les équations ont à voir avec quelque chose qui a à voir avec la réalité, vous devez considérer que c'est à chaque fois du miracle. Et donc le relativisme absolu que défendent certains est en fait une théorie du miracle. Or moi je ne crois pas qu'il y ait de miracle. Et que si ça fonctionne, c'est parce que ces équations agissent comme un treuil ontologique, c'est-à-dire elles nous permettent de prédire l'existence de nouvelles sortes d'entités physiques. On a pu prédire les ondes gravitationnelles 1 siècle avant de les détecter. Et celles qu'on a détectées sont comme elles avaient été calculées. Ce n'est pas un hasard. Ça veut dire que la prédiction, les équations qui ont permis la prédiction, avaient quelques rapports avec la réalité. Je terminerai
par une anecdote. Il y a eu un débat il n'y a pas très longtemps sur ces questions. Est-ce que la science est le doute? Alors, évidemment, la science n'est pas le doute. Personne ne doute que la Terre est ronde. Ce qui est un doute, c'est la recherche. On doute des réponses qu'on doit apporter aux questions que nous nous posons. Et c'est pour ça qu'on fait de la recherche. Mais il y a des questions que nous ne nous posons plus. Quelle est la forme de la Terre? Est-ce que l'atome existe? On sait qu'il existe. Ça n'empêche pas qu'on se pose encore des questions sur ce qui se passe dans un atome. Au nom d'un scepticisme radical, vous avez tout à fait le droit de dire que l'atome n'existe pas, que c'est une fiction, une invention de physiciens, une construction sociale. Très bien, vous avez le droit. Mais vous devez être cohérent. C'est-à-dire, si vous doutez de cela, vous devez douter de tout le reste, y compris du fait que vous avez un voisin. Votre voisin, c'est peut-être le produit de votre imagination. Peut-être que vous êtes en train de dormir, de rêver. Autrement dit, si vous doutez des choses qui ont été les plus prouvées, alors vous devez douter aussi des choses qui sont encore moins prouvées. Et donc, le fait de douter, c'est une obligation. Ça induit une sorte d'obligation morale qui est de voir ce qui fonde votre doute et en quoi ce qui le fonde s'applique à autre chose que la chose dont vous doutez. Par exemple, bon, l'anecdote que je voulais vous raconter, c'est la chose suivante. Un des intervenants à ce colloque, à qui je disais, mais quand même, il y a des connaissances, je ne dis pas qu'elles sont absolument vraies, mais il ne serait pas très normal d'en douter, par exemple, la Terre est ronde. Et cette personne, qui est philosophe, m'a dit, devant un public assez large, mais on n'est pas à l'abri d'un nouvel Einstein qui te démontrera que la Terre est plate. Là, quand on pense de cette façon, qu'est-ce qu'on peut enseigner? Quelle est la légitimité, l'autorité qui permet d'enseigner, si on pense des choses comme ça? Ça donne des résultats ensuite, et ça a des conséquences assez graves. Par exemple, un étudiant qui me dit, monsieur, je ne vais pas apprendre la théorie d'Einstein. Je vais attendre qu'il soit démontré qu'elle soit fausse. Autrement dit, ce relativisme absolu est un argument philosophique de la paresse intellectuelle. Le relativisme, c'est l'argument philosophique de la paresse intellectuelle. Vous dévalorisez les savoirs, ce qui vous dédouane de l'obligation de les apprendre. Et alors, l'anecdote finale, c'est après ce débat qui se déroulait à Toulouse, les hasards ont fait que je me suis retrouvé à côté, dans l'avion, de la personne qui défendait l'idée que les théories physiques, les lois physiques sont des constructions sociales. Et je lui ai dit dans l'avion, bah, quand même, vous êtes très courageux. Il me dit, oui, je suis très courageux, parce que quand on a des convictions, il ne faut pas avoir peur de les exprimer en public. Je dis, non, non, vous êtes très courageux parce que vous êtes dans un avion. Et on est en train de voler grâce à des constructions sociales. C'est très dangereux. On va essayer de faire tourner un peu la parole. On a une question là-bas. Changer de micro qui est peut-être mieux. Bonjour Monsieur Klein, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous entendre parler. Moi, ma question, c'était en fait, comme on est en rencontre économique d'Aix-en-Provence, je voulais vous parler un peu d'économie. Et moi, ma question, c'est de savoir si en fait la vérité, ça peut pas être un danger aussi. Parce que en économie, justement, on a cette grande peur de l'idéologie qu'on veut absolument chasser. On veut faire de l'économie une science qui soit positive, qui refuse justement de donner cette latitude à l'interprétation en construisant des résultats un peu à la manière des sciences expérimentales, de la physique ou de la biologie. Et justement, ces faits alternatifs dont vous parlez, moi j'ai un peu peur qu'à vouloir combattre les faits alternatifs, on se retrouve en fait à tuer les théories alternatives. Et je pense que dans les sciences sociales, notamment en économie, j'ai un peu l'impression que tout le système qui est mis en place on construit des axiomes, on va construire des théories, on va faire des modèles,
Et justement, cette idée de dire, oh, regardez, nos données vont correspondre à notre modèle, etc. J'ai un peu peur que du coup, on y perde en refusant de considérer peut-être des théories qui paraissent un peu... qu'on a un peu tué les hétérodoxies en économie, qu'on ne s'intéresse pas à la décroissance comme on devrait le faire, que le système revue scientifique, revu par les pairs, prix Nobel, etc., fait qu'en fait, on se mette dans un seul courant et qu'en fait, on pourrait bénéficier justement de théories un peu parallèles. Merci. Merci pour cette question qui est délicate, parce que moi je ne suis pas économiste, mais je vois bien que l'économie c'est une science dont l'objet est très différent des objets dont s'occupe la physique. Et donc c'est une science qui s'appuie sur des modèles qui sont beaucoup plus paramétrés que les modèles de la physique. Quand Einstein écrit ses équations de la relativité générale en 1915, dans ces équations, il n'y a que deux constantes fondamentales, la constante de la gravitation et la vitesse de la lumière, rien d'autre. Et donc, toutes les prédictions de cette théorie peuvent s'appliquer et se calculer, et s'il y a un désaccord, c'est que la théorie est fausse. En économie, l'objet d'étude est beaucoup plus complexe, et je ne peux pas imaginer qu'en économie, on puisse avoir des théories qui soient l'équivalent épistémologique des théories physiques, par le fait qu'on ne peut pas prévoir ce que les agents vont faire. On peut avoir des modèles, on peut considérer que les agents sont rationnels, tout en sachant qu'ils ne le sont pas. Et donc, on a un système beaucoup plus difficile à rendre prédictible, ce qui d'ailleurs explique notre angoisse collective vis-à-vis de l'avenir. Parce que si on ne prédit pas l'avenir, si on a du mal à se projeter dans le futur, si le futur est laissé dans une sorte de jachère intellectuelle, c'est paradoxalement parce que nous avons compris des choses. Nous avons compris que nous allons dépendre de choses qui dépendent de ce que nous allons faire. Et comme nous ne pouvons pas prévoir ce que nous allons faire, nous ne pouvons pas non plus prévoir ce qui va se passer. Et dans l'économie, c'est un peu ça. Je pense que ce que je comprends des sciences économiques, c'est qu'elles ont du mal à prédire les crises, par exemple, ou en tout cas à prédire les moments des crises, mais qu'après une crise, elles sont capables de rationaliser ce qui s'est passé par une analyse rétrospective qui enquête sur les différentes forces, si j'ose dire, qui ont agi dans l'affaire et ont abouti à la crise en question. Donc ce sont des sciences qui sont rétrodictives plus que prédictives, mais je ne vois pas comment elles pourraient devenir plus prédictives qu'elles sont, puisque le comportement des agents échappe pour l'instant à tout contrôle scientifique. Bonjour monsieur, merci beaucoup. J'entends bien que effectivement la science ne nous dirige pas, mais vous dites aussi qu'elle est le moteur de notre société. Et dans ce cas-là, j'ai une question sur votre avis de la démocratie. Alors je m'explique parce qu'en fait, la démocratie donne le pouvoir à chacun d'entre nous d'exprimer sa voix, mais comme vous l'avez dit, beaucoup d'entre nous, et sans reproche, font part de leur bon sens, de leur ressenti, donc fondent une décision sur ce que vous condamnez comme de la non-science, et au mieux, les plus renseignés se basent sur des statistiques, c'est-à-dire une méthode de mathématisation de données empiriques qui ne font pas non plus l'explication de la réalité. Donc quelle est votre position sur aujourd'hui notre système de démocratie simplement? Alors, très bonne question, enfin très bonne question, non. Très difficile. Contrairement à ce que je l'ai dit tout à l'heure pourrait laisser penser, moi je n'ai pas du tout une conception scolaire de la démocratie. Je ne considère pas que tous les citoyens, pour être de bons citoyens, devraient apprendre la génétique, la climatologie et toutes les sciences qui font l'objet de discussion aujourd'hui. D'abord parce que personne n'a le cerveau pour assimiler toute la science d'aujourd'hui. Par contre, je pense qu'on devrait pouvoir organiser des débats dans lesquels chacun apprend des autres et au cours desquels les experts puissent exprimer l'état du savoir. Et même ça, qui est quand même assez simple, on n'arrive pas à le produire. Par exemple, vous savez qu'en ce moment, il y a un débat national sur les déchets nucléaires qui va durer 6 mois. Qu'est-ce qu'on fait des déchets nucléaires?
Est-ce qu'on les enfouit? Est-ce qu'on les stocke? Est-ce qu'on fait des recherches? Est-ce qu'on confie la solution du problème à la nature ou est-ce qu'on la confie à l'humanité future? C'est des grandes questions. Il y a très peu de gens qui viennent à ces débats. Il n'y a pas de débat d'ailleurs, il y a des oppositions, il y a un dialogue de sourds. Alors que ce n'est pas la question d'être pour ou contre le nucléaire qui est posée. Puisque qu'on soit pour ou contre le nucléaire, la question des déchets se pose. Qu'est-ce qu'on fait des déchets? Et on voit que ça, c'est vraiment très très difficile à organiser. Ça ne marche pas. Et donc, il faut inventer des nouvelles formes. Je ne sais pas exactement lesquelles. Mais vous voyez, il y a quand même un... Je parlais de l'échec de la vulgarisation. C'est quand même quelque chose d'assez surprenant. Regardez les efforts qui ont été faits en France et dans beaucoup de pays européens en matière de diffusion des connaissances. De chercheurs qui écrivent des livres, qui font des films, des documentaires, qui s'expriment dans les médias. Pour quel effet? Et donc moi je vous renvoie la question, pourquoi est-ce que la science, dans ce qu'elle nous apprend, est jugée inintéressante? Pourquoi est-ce qu'on s'estime avoir le droit de dire « ça ne me parle pas » et je peux me dédouaner de m'y intéresser? D'où vient ce confort intellectuel? D'où vient ce confort intellectuel? La science, elle a ceci d'intéressant, c'est qu'elle vous oblige à penser contre votre cerveau. Ce n'est pas une formule de moi, c'est une formule de Gaston Bachelard. Pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure, la science, elle vous oblige à penser autrement que ce que vous pensez. Pourquoi? Parce que votre cerveau, résultat d'une longue évolution, il ne s'est pas du tout adapté au fait qu'il était programmé pour découvrir la vérité. En fait, le cerveau ne s'intéresse pas à la vérité. Le cerveau, il s'intéresse à vous rendre capable de vous adapter à votre environnement. Et dans votre environnement, tant que vous n'êtes pas dans le vide, il est important pour votre survie de penser qu'une pierre, une grosse pierre, va tomber plus vite qu'une petite pierre. Même si c'est faux. Et donc, pour accepter la science, il va falloir obliger votre cerveau à critiquer ce qu'il pense. Et donc, le forcer à dire non à sa propre pensée. Ce qui veut dire penser. C'est diablement intéressant. Et il faudrait un jour qu'on m'explique pourquoi on peut se vanter dans les dîners mondains, de rien savoir de la science, d'être nul en maths, c'est presque une promotion ontologique. Hein. Je suis nul en maths, super. Alors que quelqu'un qui proclamait, qui se vanterait d'ignorer, je ne sais pas, Molière ou Racine ou Sartre, serait ridicule. D'où ça vient, ça? Et je pense que pour qu'il y ait un débat, il faut que les discussions de ce débat nous intéressent. Si elles ne nous intéressent pas, alors ne nous plaignons pas que ce soit les experts qui s'y intéressent qui tranchent la question. Autrement dit, le droit de savoir, qui est parfaitement légitime et qui est revendiqué par tout le monde, le droit de savoir, n'a de sens que s'il s'accompagne du désir de connaître. Un droit de savoir qui ne s'accompagne pas d'un désir de connaître, c'est juste du baratin. Oui, bonjour. Merci infiniment de cette stimulante présentation. J'ai deux questions dans le prolongement de ce qui vient de dire qui ne sont peut-être pas politiquement correctes. Je suis d'accord avec vous qu'il est pratiquement impossible de vulgariser parce que, oui, on peut se vanter de ne rien comprendre ni aux mathématiques ni à la science. Donc, en fait, la source, c'est l'enseignement. Et un peu plus tard, France Culture, qui est une station que j'aime beaucoup, donne beaucoup la parole aux philosophes, mais peu aux scientifiques. Et c'est là que ma question est un petit peu... Bon, allez, non politiquement correcte. Est-ce que ce serait bien d'avoir une épreuve de physique et une de mathématiques pour l'entrée à l'École nationale d'administration que l'on parle de réformer? Il y a quelques années, il y avait un club de réflexion qui s'appelait le CAS, Conseil d'analyse de la société, qui était présidé par Luc Ferry. Et on avait rédigé un rapport intitulé « Les jeunes et la science ». Et une des recommandations qu'on avait écrites à la fin de ce document était non pas de donner des cours de sciences dans les écoles
comme celles que vous avez citées ou d'autres, les écoles commerciales par exemple, mais d'y raconter assez précisément des histoires de découverte, pour que les gens qui sont dans ces écoles comprennent ce qu'a été, en telle ou telle occasion, la démarche scientifique, par des exemples. Et on avait même recommandé que des découvertes, de véritables histoires de découvertes soient racontées tout au long du cursus scolaire, depuis l'école primaire jusqu'aux classes supérieures. On raconte comment, dans l'histoire de l'humanité, on a su que la Terre est ronde, que la Terre tourne autour du Soleil, que la etc. Pour que, par quelques exemples, on sache faire la différence entre une connaissance et une croyance. Ça nous semble fondamental. Et puis, pour ce qui est de l'école que vous avez, sachant qu'il y a des débats, il y a des décisions à prendre sur des questions relatives à l'énergie, le nucléaire, mais pas seulement. Il y a d'autres grands sujets à propos de la génomique, etc. Et je pense que les hommes politiques qui vont devoir interférer ou participer à ces discussions devraient avoir des cours accélérés sur ces questions, des cours scientifiques. Ça me semble être la base pour pouvoir discuter. Bien, avant de te remercier d'accueillir la ministre, une question abrupte peut-être d'atterrissage. C'est très difficile de ne pas conclure au terme de ces échanges qu'on est foutu. Parce que ce que je comprends de ce que tu nous as dit, c'est que d'un côté, on a le pourquoi qui prend du temps, qui demande des démonstrations et qui s'oppose désormais au pourquoi pas, qui est une espèce d'interjection qui peut tout à fait tenir dans un tweet. Et on est à cet affrontement et je ne vois pas comment le camp du pourquoi pourrait balayer celui des pourquoi pas. Non, mais la guerre est perdue, ça c'est sûr. Mais, il y a de très jolies batailles à mener. D'accord ? C'est pas parce que la guerre est perdue qu'il ne faut pas se battre. Au contraire. C'est le sens de l'honneur. Donc moi, je me bats pour essayer de sauver l'argumentation. Mais l'argumentation, si vous voulez, c'est pas... Tout le monde argumente d'une certaine façon. Vous pouvez, avec une argumentation pourrie, démontrer des choses fausses. Un grand philosophe qui s'appelle Russell, spécialiste de la logique, donnait cet exemple d'argumentation pourrie qui donne des résultats justes. Il disait ceci: si 1 est égal à 2, alors je suis le pape. Mais comme le pape et moi, ça fait 2, ça marche. Donc pourquoi moi je suis optimiste quand même? Enfin, pas optimiste au sens de Jean d'Ormesson. Hein. Jean d'Ormesson disait un optimiste, c'est un gars qui fait ses mots croisés avec un stylo bille. C'est pas ma définition. Mais moi je suis assez lucide par le fait que depuis 80 ans, en physique, il n'y a pas eu de révolution. Vous savez, il y a des gens qui vous disent à chaque fois qu'il y a une nouvelle expérience, une nouvelle donnée, ça peut mettre en l'air la théorie qui prévalait jusqu'alors. Ben, la physique quantique, elle est là depuis les années 20. La relativité générale d'Einstein depuis 1915. Un siècle plus tard, ce sont ces théories qu'on utilise pour décrire la gravitation et les autres interactions. Malgré toutes les nouvelles données. Aucune des nouvelles données, très nombreuses, en tout cas beaucoup plus nombreuses qu'à l'époque, n'a permis d'invalider ces théories. Donc je pense que ces théories vont résister, qu'on les utilisera encore dans 40 ans, et que les étudiants qui disent « j'attends qu'elles soient démontrées fausses pour les apprendre ou pour ne pas les apprendre », risquent de patienter longtemps. Bien, dans le...